Alors bonjour, merci d'être là. Ah ben voilà, Je vous laisse, d'accord? Sabrina arrive. Voilà. Bonjour Sabrina, merci d'être là. On est Bonjour un petit peu Michel. en retard. Bonjour, on est un petit peu en retard, veuillez nous excuser, mais Maître Dougado, Sabrina a eu quelques petits soucis techniques. Alors, merci à tout le monde d'être là. Notre ami Laurent, là, je ne vois pas, mais apparemment, je n'arrive pas à faire défiler les diapositives. Bon, pas grave, on va les faire défiler autrement. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la loi à venir avec Maître Sabrina Dougados, qui est spécialisée dans le droit de la formation professionnelle. Je vais la laisser se présenter peut-être rapidement. Bien sûr Michel, bonjour à tous. De façon préalable, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. On est parti pour un peu plus de 90 minutes ensemble, donc c'est vrai que c'est important que vous m'entendiez bien. Je suis désolée, j'avais des problèmes de connexion. Donc je suis avocat associé au sein du cabinet Fromont-Briens et je développe en fait un pôle d'expertise en droit de la formation professionnelle. Voilà. D'où certainement la raison de cette sympathique invitation. Voilà. Pour vous parler un peu des bilans et de la mise en perspective de cette dernière réforme de la formation professionnelle. Voilà, vous aurez une petite présentation du cabinet Fromont-Briens à la fin du document. Le document est téléchargeable pendant le webinaire et téléchargeable après pendant toute la durée du replay. Alors, notre sommaire, bilan de la loi à venir, un petit point sur l'apprentissage, le CPF, les mesures de régulation, et puis peut-être un petit point juridique justement sur les actions en cours menées par la Caisse des dépôts et consignations. Expérimentation, soutien des reconversions. C'est intéressant effectivement d'avoir le point de vue sur Transco, et puis les évolutions prévisibles de la loi, enfin sur le peu qu'on peut en savoir. Maintenant, avec les incertitudes politiques en cours, on ne peut pas non plus tellement faire de plan, mais peut-être Sabrina a-t-elle des informations à nous livrer sur le sujet, en particulier sur le projet concernant la TVA. Merci Michel. La loi à venir. La loi à venir, le bilan que l'on peut en faire. On est maintenant en 2022. Et effectivement, cette dernière réforme importée par la loi du 5 septembre 2018 était quand même très structurelle, puisqu'elle a complètement remis à plat le paysage français de la formation professionnelle, et y compris d'ailleurs celui de l'apprentissage. Donc, si on devait vraiment de façon très, très synthétique en faire finalement un panorama complet, en quelques mots, je dirais qu'en 2018, le législateur a finalement repris à son compte un système qu'il avait délégué à la fois aux partenaires sociaux s'agissant de la formation professionnelle continue et aux régions s'agissant de l'apprentissage. En 1971, c'est cette loi qui a effectivement posé le système de la formation professionnelle tel qu'on l'a connu pendant plus de 40 ans. On a imposé une obligation de payer en matière de formation professionnelle qui incombait donc aux entreprises, à charge pour les partenaires sociaux de gérer ces contributions légales au travers de ce qu'on appelait les fonds d'assurance formation des salariés, les fameux FAF, qui ont présidé évidemment à la mise en place des OPCA, qui sont devenus aujourd'hui les opérateurs de compétences, les fameux OPCO. Le système a évidemment beaucoup évolué depuis 2018. Globalement, on est dans un système où l'État a repris à son compte globalement l'ensemble des leviers de financement, et c'est assez bien incarné par France Compétences, qui est cet établissement public administratif qui vient réguler l'ensemble du système et qui vient finalement décider des grands équilibres financiers qui doivent venir supporter financièrement les différents dispositifs d'accès à la formation selon les orientations qui sont évidemment définies par les pouvoirs publics. Voilà, alors
la loi à venir, c'est non seulement un texte législatif qui a été publié fin 2018, mais plus d'une cinquantaine de textes réglementaires. On a encore les derniers textes réglementaires qui ont été publiés là récemment. Alors, entre-temps, évidemment, on a une crise sanitaire sans précédent qui a fait bouger un peu les lignes et qui a apporté son lot de textes législatifs, légaux et d'ailleurs pas mal de doctrines administratives aussi pour venir, on va dire, ajuster le tir de façon évidemment là très conjoncturelle, si j'ose dire. Et aujourd'hui, on parle déjà ou à nouveau des futurs potentiels ajustements de cette réforme qui apparaissent nécessaires aussi bien sur le plan de l'apprentissage, notamment que sur le plan du CPF. C'est intéressant d'ailleurs d'observer que très récemment, la Cour des comptes a rendu un rapport assez éclairant sur les dernières préconisations que font effectivement les rapporteurs sur justement quelles mesures d'ajustement sur le volet financier il faudrait apporter sur ces différents dispositifs d'accès. Je vous en dirai évidemment un mot dans un instant. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la loi de 2018, elle a évidemment complètement balayé d'un trait, si j'ose dire, notamment cette obligation de nature fiscale qu'avaient jusqu'à présent les entreprises et ces fameuses déclarations fiscales 2483 qui avaient d'ailleurs été déjà supprimées par la loi de 2014. La loi de 2018 allant encore un cran plus loin pour effectivement supprimer ces obligations de nature fiscale, alléger les contraintes administratives des entreprises dans la gestion de la formation de leurs salariés. Voilà. Et en contrepartie, cette loi, évidemment, augmentait d'autant les obligations, on va dire, de nature sociale des employeurs, raison pour laquelle, aujourd'hui, les employeurs gèrent et doivent gérer cette obligation liée aux entretiens professionnels, à récurrence à minimum biennale, avec un rendez-vous particulier tous les 6 ans, qui potentiellement, donc on appelle ça l'entretien de bilan, l'entretien professionnel de bilan, qui peut donner lieu, le cas échéant, à un abondement correctif du compte personnel de formation des salariés. Donc, on le voit, il y a quand même plusieurs mesures juridico-financières qui viennent finalement trouver leur place depuis la loi de 2018 pour s'assurer que les employeurs jouent toujours le jeu sur le terrain de l'employabilité de leurs collaborateurs, même si elles n'ont plus d'obligation de nature fiscale et donc elles n'ont plus à rendre des comptes vis-à-vis de l'administration fiscale en matière de dépenses de formation. Alors peut-être, Michel, si vous pouvez passer du coup sur la slide d'après. Alors, je passe sur la slide suivante. C'est simplement, j'ai un petit souci de passage des slides, justement. Alors. Parfait. On ne bouge plus. Merci. Donc 71. Ah, les slides ont sauté. 71, c'était la loi Delors. 2021, ça fait donc 50 ans qu'on a eu ce système de la formation professionnelle qui a été, je vous le disais, complètement remis à plat. En 2021, on a eu un accord national interprofessionnel, un accord cadre qui a été négocié par les partenaires sociaux. Alors, il est un peu inédit, cet accord cadre, parce qu'en réalité, c'est un peu une charte de doléances, si j'ose dire, plus que des règles conventionnelles négociées par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Et finalement, les partenaires sociaux, en 2021, ont fait un peu cet exercice de style qui consiste à faire un premier bilan de leur point de vue de la loi à venir. Et finalement, on fait un peu une sorte de cahier de doléances, si j'ose dire, en exprimant leur point de vue et leur souhait d'évolution et d'ajustement de la loi à venir professionnelle. Voilà, avec quelques idées intéressantes que je vais vous citer parce qu'on les retrouve de façon très, très récente dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Et donc, je trouve ça assez intéressant quand même de les évoquer. Globalement, les partenaires sociaux sont tout à fait favorables, évidemment, à ce que la mesure phare portée par les pouvoirs publics soit le développement de l'alternance, et donc notamment des contrats d'apprentissage. S'agissant du CPF, les partenaires sociaux appellent de leur vœu à ce que ce CPF soit davantage recentré sur les formations certifiantes, celles qui permettent durablement d'assurer l'employabilité, voire accompagner la reconversion professionnelle des salariés. Et donc, invite plutôt à ce que le CPF soit recentré davantage sur des formations certifiantes qui préparent à des métiers, c'est-à-dire des formations qui préparent à des certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles et pas tant au répertoire spécifique.
Voilà, et d'ailleurs écarte un peu les formations dites non certifiantes de type formation création d'entreprise et permis de conduire. Donc là, potentiellement, il peut y avoir un sujet. Les partenaires sociaux appellent de leur vœu à ce que les entreprises, en particulier les TPE-PME jusqu'à 300 salariés, puissent potentiellement retrouver un effet de financement sur fonds mutualisés de la formation de leurs collaborateurs dans le cadre de leur plan de développement des compétences. Bon, ça, c'est un sujet en soi et ça renvoie à la question plus globale de comment on fait pour évidemment dans un contexte qui est le nôtre, à savoir des contributions légales des employeurs qui ne sont pas augmentées, comment fait-on pour potentiellement financer davantage la formation des salariés dans le cadre du plan de développement de compétences des entreprises de type TPE-PME. Voilà, et puis les partenaires sociaux, évidemment, demandent à avoir une place davantage, on va dire, mieux repositionnée, notamment au sein du conseil d'administration de France Compétences, puisque aujourd'hui, grosso modo, les partenaires sociaux, au même titre que les régions d'ailleurs, hein, sont partie prenante du système, ils sont consultés, mais globalement, c'est pas eux qui décident, et ils n'ont pas de poids dans les décisions prises, notamment au sein de France Compétences, puisque je le rappelle, au sein de cet établissement public, c'est le collège de l'État et des personnalités qualifiées, elles-mêmes désignées par l'État, qui, à elles seules, évidemment, détiennent la majorité des voix au sein de France Compétences. Sabrina? Oui. Juste une petite question par rapport à ce que vous venez d'expliquer. On a une question d'Hélène qui nous dit: est-ce que cela signifie selon vous la disparition du RS, c'est-à-dire cette volonté de recentrer le CPF sur uniquement le RNCP, d'après ce qu'on a cru comprendre, quelque chose comme ça, ou est-ce que quand même c'est une volonté aussi d'aller sur les certifications, mais que ce soit au répertoire national ou au RS? Alors, de là à annoncer la disparition du répertoire spécifique, ça me paraît évidemment bien excessif d'aller dans ce sens-là. Après, effectivement, si on se dit que demain ne serait éligible au CPF que les formations certifiantes RNCP et non pas répertoire spécifique, il est évident qu'en pratique, ça réduit de façon très significative l'intérêt pour évidemment le marché de la formation, si j'ose dire, d'obtenir et de maintenir des certifications enregistrées au répertoire spécifique. Mais malgré tout, le CPF n'est pas le seul levier de financement, mais c'est vrai que c'est un des principaux leviers de financement s'agissant du répertoire spécifique. Bon, c'est une, comment dirais-je, c'est une hypothèse qui a été avancée, qui est à l'étude, qui a été regardée d'un peu plus près par évidemment la Cour des comptes, dans un contexte plus global qu'il faut peut-être rappeler, qui est qu'aujourd'hui, on a un problème d'équilibre économique de l'ensemble du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contributions légales des employeurs représentent peu ou prou 9 milliards d'euros, en ce compris la partie taxe d'apprentissage. Ces 9 milliards d'euros, globalement, ne permettent pas de financer l'ensemble des dispositifs d'accès à la formation, avec en plus, et c'est là où ça se tend, un objectif très ambitieux côté pouvoir public de continuer à maintenir un développement très fort de l'apprentissage, puisque je vous le rappelle, il a été annoncé un objectif d'obtenir 1 million, ce qui est énorme, de contrats d'apprentissage à la fin de la mandature présidentielle actuelle, deuxième mandature. Donc aujourd'hui, on a dépassé la barre des 700 000, mais c'est vrai que du coup, on le voit, on est toujours sur un trend très élevé de recours aux contrats d'apprentissage. Et donc, dans ce contexte-là, sachant que par ailleurs, sur le sujet du CPF, vous le savez, on est sur une monétisation des compteurs CPF depuis la loi de 2018 et une absence totale de plafonnement des compteurs CPF. Et donc, effectivement, il y a un petit effet un peu open bar qui fait que globalement, France Compétences n'est pas en capacité de pouvoir financer l'ensemble des dispositifs d'accès. Et puis, de façon même encore plus concrète, aujourd'hui, France Compétences accuse un déficit de plus de 5 milliards d'euros. Voilà. Donc, face à cela, il y a des préconisations qui ont été avancées, notamment celle de la Cour des comptes assez récente. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est intéressant de voir les pistes qui ont été avancées. Je vous le disais, sur le CPF, une des pistes possibles, et il y en a plusieurs, c'est notamment de réguler le CPF en refermant davantage les types de formations éligibles au CPF pour se recentrer principalement sur des formations longues, certifiantes, parce que permettant de répondre à des enjeux de reconversion professionnelle ou de sécurisation dans l'emploi, voilà, au détriment du reste, c'est-à-dire, je la fais courte, mais
grosso modo, c'est ce qui correspond au répertoire spécifique, c'est-à-dire la bureautique, l'informatique, les langues, notamment. Voilà. Mais il y a d'autres mesures qui ont été avancées et pour l'instant, rien n'est retranscrit dans un quelconque projet de loi. Voilà. S'il fallait rassurer quand même, voilà. Mais je vous fais part quand même des propositions et des réflexions qui sont en cours. L'une d'entre elles, notamment sur le CPF, c'est d'envisager le fait qu'il puisse y avoir un reste à charge qui soit donc une forme d'abondement apporté par le bénéficiaire lui-même, le titulaire du compte, pour qu'il puisse être davantage en responsabilité sur la mobilisation de son CPF. L'idée, quelque part, étant de se dire que, c'est un peu comme en matière de sécurité sociale. C'est sûr que quand on a une bonne mutuelle et une carte de sécu, on ne se rend plus bien compte des sous que l'on dépense quand on va acheter ses médicaments en pharmacie. Avec le CPF, l'idée est un peu la même. L'idée, c'est de se dire, finalement, peut-être qu'en responsabilisant les bénéficiaires eux-mêmes des compteurs CPF, en leur demandant potentiellement de contribuer à un complément de financement, il y aurait potentiellement une meilleure utilisation et donc une meilleure maîtrise des dépenses côté CPF. Et puis, corrélativement, surtout, on arriverait potentiellement à réduire un peu le montant du déficit côté contribution légale. On passe à la diapo suivante, peut-être. Les diapos ont disparu, là, ou... Hop, voilà. On était toujours sur la même diapositive. Oui. On peut passer du coup à la diapo suivante sans souci. Voilà, moi ça ne m'assure pas, donc si Laurent peut faire le passage. Voilà. Alors en 2022, quelques chiffres. Je vous le disais sur l'apprentissage, on a atteint quand même 730 000 contrats en alternance en 2021. Sur le CPF, ça y est, on est en décollage quand même massif. Alors évidemment, avec son lot de turpitudes, si j'ose dire, j'en parlais tout à l'heure, mais on a un décollage quand même massif du nombre de formations mobilisées dans le cadre du compte personnel de formation. Corrélativement, en face, un déficit financier qui se creuse du côté de France Compétences, qui est de l'ordre de 2,75 milliards d'euros en 2021, mais donc à courant 2022, c'est plus de 5 milliards d'euros, c'est même 5,9 milliards d'euros vraisemblablement d'ici la fin de l'année, qui correspondrait au déficit de France Compétences. Donc évidemment, il y a quand même un sujet sur la soutenabilité financière du système de la formation tel qu'il a été redéfini depuis la loi de 2018. Voilà. Et donc, on en est là, on va dire, à aujourd'hui sur, on va dire, les grandes masses financières en présence des différents leviers de financement de la formation en 2022. Alors, si on passe à la slide d'après. Slide suivante, Laurent. Ah, merci. Merci bien. 1 million d'apprentis d'ici 2022. Évidemment, l'idée, c'est que la trajectoire exponentielle de l'apprentissage et de l'alternance ne faiblisse pas finalement dans les mois, dans les années qui viennent. Ça repose la question évidemment des aides financières exceptionnelles à l'embauche d'apprentis qui ont été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Un deuxième sujet qui est comment accompagner au mieux les besoins de reconversion professionnelle des salariés dans un contexte de très forte mutation économique qui a d'ailleurs été évidemment accéléré par la crise sanitaire. Donc, j'y reviendrai dans un instant. C'est notamment le sujet de l'expérimentation transition collective. Le marché du CPF qui, actuellement, vous en avez certainement entendu parler, fait l'objet quand même de mesures de régulation très fortes de la Caisse des dépôts et consignations en lien avec France Compétences, l'objectif étant finalement quelque part de mettre un coup d'arrêt aux pratiques frauduleuses assez conséquentes qui ont été effectivement, qui se sont fort développées sur les derniers mois. Et puis le sujet d'après qui est comment rééquilibrer le déficit de France Compétences. Et là, ça passera évidemment, ça nécessitera très certainement une prochaine loi, voire plusieurs textes législatifs différents d'ailleurs, pour effectivement à parvenir à rééquilibrer les comptes de France Compétences. Alors la question d'après d'ailleurs, c'est parmi les mesures d'arbitrage envisagées, est-ce que les contributions légales des entreprises vont finalement être quelque part augmentées? C'est évidemment
un sujet qui a été mis sur la table par la Cour des comptes, même si c'est évidemment aujourd'hui pas du tout la position des partenaires sociaux, vous le pensez bien. Voilà. Et puis, je vous dirai un dernier mot, effectivement, de cette question de la TVA, parce qu'effectivement, il n'est pas improbable qu'à l'occasion d'une prochaine loi de finances, on ait au passage une remise à plat de notre régime applicable en matière de TVA à l'endroit des organismes de formation. Parce que de façon incidente, c'est vrai que la loi Avenir professionnel a quelque part remis en exergue, enfin, a mis en exergue ce sujet-là, qui n'est pas un sujet nouveau, mais qui effectivement part du constat qu'en droit français, on a des règles applicables en matière de TVA à l'endroit des organismes de formation, qui n'est pas nouveau, mais qui n'est pas tout à fait conforme à notre directive communautaire en matière de TVA. Voilà. Là, donc, on aura vraisemblablement un passage à un taux de TVA que l'on ne connaît pas encore et qui ne sera pas forcément celui de 20%. Alors, ce n'est pas tant au niveau du taux que sur les règles d'exonération en matière de TVA dont il s'agit en fait. L'idée, c'est pas tant de toucher le taux, me semble-t-il, mais c'est davantage de redéfinir les conditions dans lesquelles les organismes de formation en fait vont être éligibles ou pas à un régime d'exonération de TVA. Voilà. D'accord. Je vous en reparlerai en fin de webinaire. On en reparle. On a une question, Sabrina, c'est quid du taux d'embauche des apprentis en fin de contrat, fin de formation? C'est-à-dire que l'efficacité de l'apprentissage au-delà du 1 million d'apprentis, est-ce qu'ils sont embauchés à la fin de l'apprentissage? Ça, c'est une très, très bonne remarque. C'est-à-dire, quid du taux de transformation et donc, effectivement, de la perméabilité, entre guillemets, des dispositifs et de la capacité, effectivement, à transformer évidemment, ces embauches en CDI pérennes et donc à démontrer qu'on est bien dans une logique d'insertion et non pas un effet d'aubaine, qui a été d'ailleurs très largement, évidemment, ces derniers mois, supporté, si j'ose dire, par les aides exceptionnelles à l'embauche, ce qui a été un peu pointé du doigt de façon un peu négative par la Cour des comptes. Oui. Alors, j'entendais ce matin aussi sur le niveau d'apprentissage, on a énormément aujourd'hui d'apprentis dans le supérieur, ce que l'on n'avait pas avant, et beaucoup d'apprentis dans le service, alors qu'avant, on considérait que l'apprentissage était surtout sur la production. Et donc, on a changé aussi de nature, de type d'apprentissage qui sont délivrés. C'est-à-dire que auparavant, on considérait que l'apprentissage était réservé à des personnes pour l'industrie, vous voyez, et puis il y avait un peu un côté péjoratif dans les centres d'apprentissage. Aujourd'hui, ça a complètement évolué, et y compris le développement des CFA aussi par les entreprises, ce qui était une nouveauté de la loi, a aussi on a vu se développer des campus d'entreprises avec de la création de CFA chez L'Oréal, chez Valeo, enfin d'autres entreprises qui ont créé leur centre de formation par apprentis, ce qui n'existait pas avant. C'est un effet de la loi quand même aussi. Ah bah tout à fait. Avec aujourd'hui, on a plus d'une 50aine de projets de création de CFA d'entreprise, CFA de groupe. Donc on voit, il y a quand même un engagement massif des entreprises, et des grandes entreprises françaises en particulier, effectivement sur le terrain de l'apprentissage. Alors, une personne en CDI peut-elle avoir un maintien de salaire si elle passe en apprentissage, et quelles sont les modalités? Là, c'est un peu technique, je ne sais pas si on a la réponse. Alors, la remarque est intéressante parce que effectivement, sur ce cas pratique-là qui consiste pour une personne déjà en CDI de suspendre son contrat de travail pour conclure un contrat d'apprentissage, c'est effectivement une disposition qui n'est pas du tout nouvelle, qui existait déjà dans le Code du travail bien avant la loi Avenir, qui n'avait pas été beaucoup commentée à l'époque d'ailleurs, mais moi qui m'interpelle beaucoup, je la trouve très intéressante parce que, à mon sens, c'est aujourd'hui le meilleur dispositif d'accès qui existe à la formation pour permettre et accompagner les reconversions professionnelles. Voilà. La proie, c'est compliqué, ça marche pas très bien, il n'y a pas beaucoup de sous. Transition collective, on va le voir, c'est quand même une mini-usine à gaz. Et finalement, cette possibilité de pouvoir suspendre le contrat de travail en CDI pour conclure un contrat d'apprentissage dans une logique de se reconvertir plutôt au sein de l'entreprise, là, concrètement, je trouve que c'est un très bon levier. Alors évidemment, reste quand même la contrainte de l'âge,
puisque malgré tout, dans ce cadre-là, l'apprentissage reste réservé à des jeunes jusqu'à 29 ans révolus. Donc, effectivement, on reste un peu coincé au regard de l'âge limite de recours à l'apprentissage. Mais malgré tout, je trouve que c'est un dispositif qui est très intéressant. Auquel cas, sur le sujet de la rémunération, évidemment, tout est question de négociation. Parce que quand vous avez un salarié qui est déjà présent dans vos effectifs, c'est peut-être pas forcément évident d'aller lui expliquer que pendant toute la période de sa formation, il va revenir à un niveau de salaire qui correspond à potentiellement les 2/3 de la rémunération qu'il percevait jusqu'à présent. Donc ça, c'est une question de négociation qui est tout à fait, entre guillemets, qui sort du périmètre purement juridique, parce qu'évidemment, quand on est en apprentissage, on a droit à au moins un niveau de rémunération tel qu'il est défini dans le Code du travail, mais on peut présupposer que pour un salarié en CDI qui suspendrait son contrat, l'employeur serait prêt à faire un effort pour évidemment lui proposer un niveau de rémunération qui soit acceptable, sachant que pendant toute sa durée de formation, le salarié accepte quand même l'idée de se reconvertir et donc potentiellement de ne pas forcément percevoir un niveau de rémunération correspondant à la qualification qui est visée par son contrat, puisque par définition, il est en formation, donc il n'a pas encore les compétences nécessaires pour exercer ce potentiel nouveau métier pour lequel il a accepté de se former en apprentissage. Absolument. Quid de l'apprentissage pour les plus de 29 ans, voire les seniors, pour un projet de reconversion professionnelle? Eh bien, pourquoi pas, mais Hélène, ça supposera d'écrire un beau projet de loi pour modifier la loi, pour modifier les règles. Alors, je dis ça, je suis un petit peu rapide là aussi. Techniquement, l'apprentissage est possible pour les jeunes et les moins jeunes qui ont un projet de création d'entreprise, et auquel cas la limite d'âge ne s'applique pas. De la même façon, d'ailleurs, pour les salariés en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Mais bon, mis à part ces quelques spécificités, aujourd'hui, le principe reste un contrat réservé aux jeunes jusqu'à 29 ans révolus. Et suspendre un CDI pour un contrat pro? Eh bien, ça, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Non, le Code du travail ne le prévoit que pour les contrats d'apprentissage. On passe à la diapo suivante, peut-être? Oui, tout à fait. Voilà. Merci, toutes ces informations sont très, très riches et intéressantes. Et on est bien sous un angle juridique en même temps. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir justement un apport juridique d'un avocat impliqué dans le droit du travail et dans le droit de la formation professionnelle, parce que ce n'est pas très courant. Merci Laurent pour la diapo suivante. Ah, il ne nous entend pas. Ah voilà, si. Alors la suivante, on passe à un petit point sur l'apprentissage, justement, où on a déjà traité. Oui, ça tombe bien, on est déjà un peu dans le sujet. On est déjà un peu dans le sujet, voilà. Diapo suivante. Laurent pédale pour tourner les slides. Il fait du Pardon? vélo. Laurent est en train de pédaler pour tourner les slides. Ah, oui. À l'heure de la transition numérique. Alors, donc je vous le disais, le nombre de contrats d'apprentissage a évidemment de façon très significative évolué depuis 2017, en réalité, avec une hausse de plus de 140% du nombre de contrats d'apprentissage conclus. Alors, vous avez les acronymes sur la slide. CA veut dire contrat d'apprentissage et CP vise les contrats de professionnalisation, parce qu'on parle beaucoup d'apprentissage, mais c'est vrai que les contrats de pro sont toujours applicables, existent toujours et demeurent un dispositif d'insertion ou de réinsertion dans l'emploi, au même titre d'ailleurs que les contrats d'apprentissage. Ils ont, on va dire, un peu moins le vent en poupe, si j'ose dire, mais malgré tout, ils ont quand même, eux aussi, légèrement, enfin, ils sont en hausse globale depuis sur les 5 dernières années, même si c'est très clairement l'apprentissage qui est, on va dire, désormais le dispositif number one des types de contrats par la voie de l'insertion qui sont recourus majoritairement par les entreprises. Pardon. Donc voilà sur l'évolution des contrats d'apprentissage. Alors d'ailleurs, est-ce à dire, je vais vous laisser passer à la slide suivante, mais à date, je ne suis pas en mesure de vous dire si la prochaine réforme sera celle de la fusion des contrats de pro et des contrats d'apprentissage. Ça fait 20 ans qu'on en parle de ce sujet-là.
À date, on a quand même toujours 2 dispositifs distincts, les contrats d'apprentissage et les contrats de pro, avec quand même des logiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, de mon point de vue, on a une forme de complémentarité entre ces 2 formes de contrats, puisque je le rappelle quand même, les contrats de professionnalisation sont utilisés notamment sur des formations qui ne sont pas nécessairement certifiantes, dès lors qu'on prépare via des formations à des métiers repères d'une convention collective, sans pour autant préparer à une certification RNCP. Et bien dans ce cas-là, l'apprentissage ne sera pas possible, mais en revanche, on pourra embaucher le jeune sur un contrat de professionnalisation. Donc il y a quand même cette logique de complémentarité entre les 2 dispositifs. Et d'ailleurs, autre exemple de cette complémentarité, en contrat de pro, on peut embaucher des moins jeunes dans une logique de réinsertion professionnelle, puisqu'on peut embaucher des demandeurs d'emploi sans limite d'âge, tandis qu'évidemment, l'apprentissage est réservé, encore une fois, aux jeunes jusqu'à 29 ans révolus. Alors, une nouveauté, quand même, effet d'annonce de notre tout récent ministre du Travail actuel, une prolongation qui a été annoncée des aides exceptionnelles à l'embauche d'alternants, qu'on soit sur des contrats de pro ou des contrats d'apprentissage, dès lors qu'ils auraient été conclus jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a eu des prolongations successives de ces aides exceptionnelles à l'embauche. La dernière en date, c'est effectivement un décret qui est venu les proroger jusqu'au 30 juin prochain. Le 30 juin prochain, c'est précisément mardi prochain. Eh bien, sachez qu'on a une annonce publique du ministère du Travail qui est venu nous annoncer une prolongation de 6 mois supplémentaires, donc jusqu'à la fin de l'année 31 décembre 2022, s'agissant de ces aides exceptionnelles. Alors, l'annonce est officielle. Nous, on attend le texte quand même, parce qu'on est juriste et on est prudent. Et donc, on attend le texte réglementaire qui devrait être publié, on l'espère, avant le 30 juin. Sinon, c'est jamais très confortable pour les employeurs qui signent des contrats. Du maintien de ces aides exceptionnelles. Alors, je vous le rappelle, ces aides exceptionnelles, c'est des montants forfaitaires qui n'ont pas vocation d'ailleurs à être revisités à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. C'est une aide exceptionnelle de 5 000 € pour les alternants mineurs. L'aide étant portée à 8 000 € pour les alternants majeurs. D'accord ? Et on est sur des contrats en alternance qui préparent à des certifications professionnelles, quel que soit le niveau de certification. Ça peut aller jusqu'au Master 2. Niveau 7. Il n'y a que les doctorats, finalement, qui ne sont pas concernés. Voilà. Avec une petite obligation supplémentaire qui incombe aux plus grandes entreprises à partir de 250 salariés, c'est de justifier qu'elles jouent le jeu et que dans leurs effectifs annuels d'alternants, on ait bien une progression significative du nombre d'alternants. L'idée étant de démontrer qu'elles atteignent au moins le quota de 5% d'alternants sur l'année de recours et de bénéfice de ces aides. En fait, c'est les mêmes règles que celles qu'on applique dans le cadre du calcul de la CSA, la contribution supplémentaire à l'alternance. Oui, le décret n'est pas sorti encore, on est d'accord. Non, ouais. Tout à fait. Donc ça, il faut effectivement l'avoir à l'esprit et veiller aux publications Légifrance pour s'assurer effectivement que le texte devrait être publié a priori dans les prochains jours. Juste un petit point sur le point précédent, quand même, suspendre un CDI avec un CIF, on nous demande avec un congé individuel de formation. Le CIF existe encore? C'est une question bête, mais… Ah, suspendre un CDI avec un CIF. Alors, on ne suspend pas tout à fait les CDI comme dans le cadre du fameux CIF. En fait, le CIF n'existe plus. Il a été remplacé par le projet de transition professionnelle. Voilà. Et le projet de transition professionnelle, bien sûr, peut être mobilisé, qu'on soit en CDI ou en CDD d'ailleurs. Et effectivement, l'autorisation d'absence qui est accordée par l'employeur dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, qui est donc, on va dire, la nouvelle dénomination du congé individuel de formation, effectivement, embarque une forme de suspension du contrat de travail, effectivement, mais on ne signe pas un nouveau contrat quand on est en projet de transition professionnelle, donc c'est quand même une grosse différence par rapport au dispositif dont on a parlé dans le cadre de l'apprentissage. Je vous invite à revoir le webinaire du mois dernier avec Philippe Debrune et Max Roche sur les transitions pro, sur le réseau des transitions professionnelles, sur ce sujet-là. On continue. Il y a une question sur est-ce que les intervenants vacataires doivent posséder un numéro de déclaration d'activité? On ne va pas s'étendre sur ce sujet-là. La réponse est oui. J'attends même pas la réponse de Sabrina parce que voilà.
pouvez aller voir sur notre site web, on peut vous donner des explications, mais ce n'est pas le sujet de l'après-midi, même si c'est une question juridique qui se pose tout le temps. C'est les sous-traitants doivent-ils avoir un numéro de déclaration d'activité? La réponse est oui. Voilà. Toutes les DRETS, maintenant, vous produisent des documents dans lesquels il est écrit le numéro de déclaration d'activité est obligatoire, même en sous-traitance. Voilà. On continue Tout à fait. Du coup, je propose de passer à la slide d'après. On passe à la slide suivante. Merci, Laurent. Ah, la régulation du CPF. Ah. Là, c'est un vrai sujet brûlant. Si alors, c'est un sujet brûlant et vous avez de nombreuses communications en tout genre d'ailleurs, mais de nombreuses communications qui sont faites par la Caisse des dépôts et consignations, des informations publiques, via son site internet notamment, mais également une présence assez forte sur les réseaux sociaux pour démontrer évidemment les mesures qui sont faites actuellement par la Caisse des dépôts et consignations afin de, on va dire, de réguler un peu ce marché relativement récent du CPF qui a permis de démocratiser quelque part le recours à la formation par l'ensemble des actifs, par l'ensemble des salariés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce qu'on avait quand même globalement un désintérêt très fort, voire une méconnaissance de la formation professionnelle par tout à chacun, par l'ensemble des travailleurs et en particulier des salariés. C'était le cas à l'époque du DIF. Ça a été encore beaucoup le cas au moment de la mise en place du CPF et même la monétisation des compteurs n'avait pas finalement remporté un franc succès. C'est probablement sous l'effet de la crise sanitaire et des mesures quand même, des grandes mesures de communication que progressivement quand même les salariés se sont tournés vers le CPF et effectivement ont davantage configuré leurs comptes, se sont renseignés, ont davantage mobilisé, on va dire, ce nouveau droit à la formation professionnelle. Donc ça, c'est la partie émergée et positive de l'iceberg. Il y a une partie un peu moins positive, c'est qu'évidemment, le marché de la formation professionnelle est un marché qui est très, très réactif et parce qu'il est en grande partie financé sur fonds publics, il apporte aussi malheureusement son lot de manœuvres frauduleuses et d'organismes de formation finalement peu scrupuleux qui cherchent effectivement quelque part à détourner les fonds, en tout cas à prendre d'argent là où il est. Voilà. Donc malheureusement, il y a aussi un effet d'aubaine un peu négatif par rapport à cela et le CPF évidemment en est un exemple flagrant. Donc si on regarde la slide d'après pour voir ce que je vous ai raconté de façon un peu plus précise s'agissant du CPF, parce que pour tout vous dire, je ne connais pas mes slides par cœur. Laurent, vous pouvez passer la diap parce qu'on ne sait pas. Voilà, merci. Voilà, c'est bon, merci Laurent. Je vous laisse faire, Laurent. Ouais. Merci Michel. Donc il y a eu beaucoup de mesures de régulation qui ont été prises par la Caisse des dépôts et consignations, de façon d'ailleurs étroitement articulée avec les services du ministère du Travail, le service de la régulation des fraudes au niveau de la DGCCRF et de France Compétences par ailleurs. Et donc l'idée, ça a été évidemment de prendre plusieurs mesures parallèlement pour limiter autant que possible, d'abord les pratiques de démarchage commercial, manifeste qu'on a tous très certainement subi au moins une fois, voilà, via nos smartphones, et puis essayer effectivement de réguler les pratiques, ce qui a donné lieu finalement du côté de la part de la CDC à de nombreux contrôles qui ont été diligentés, tout particulièrement sur ce premier semestre 2022, avec effectivement des procédures contradictoires qui ont débouché sur, vous le voyez, je vous ai essayé de vous recenser un peu les informations chiffrées communiquées par la CDC, donc qui ont débouché sur des mesures de déréférencement temporaire de certains organismes de formation, des organismes de formation qui ont vu leur offre donc en tout ou partie déréférencée du catalogue du CPF, et voir des mesures de suspension et de blocage de paiement et des dépôts de plainte au pénal. Alors ça, c'est pour évidemment les mesures les plus graves, on va dire, des sanctions qu'ont pu faire, dont certains organismes de formation ont fait l'objet. Voilà. Les conditions générales d'utilisation et de financement ont été modifiées par la CDC. Donc, c'est des conditions générales qui définissent finalement les règles du jeu. En fait, c'est des conditions générales qui valent convention de formation
entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation, hein, dès lors qu'ils référencent une offre de formation sur la plateforme EDOF, dès lors que leurs formations sont donc finançables via le CPF par la CDC, eh bien, ce sont ces conditions générales d'utilisation, hein, qui définissent les règles contractuelles applicables entre la CDC en sa qualité de financeur et les organismes de formation. Eh bien, dans ces conditions générales que vous pouvez, alors qui sont complétées par des conditions particulières d'ailleurs, que vous pouvez librement consulter, hein, sur le site internet de la CDC, du CPF, eh bien, vous le verrez, c'est des conditions qui ont été récemment encore amendées, modifiées, et la CDC explique précisément les pratiques prohibées en termes de publicité, en termes de démarchage commercial, en termes d'offres d'offres commerciales également, c'est-à-dire effectivement le fait d'annoncer et de proposer une inscription dans le cadre du CPF qui permettrait d'accéder à des heures de formation gratuites, à des différentes formes de dons, de téléphones portables, de tablettes, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est des pratiques qui sont prohibées parce que ça revient concrètement à faire financer via les fonds publics des accessoires informatiques et du matériel qui, évidemment, de près ou de loin, n'est pas en tant que tel éligible sur les fonds d'information professionnelle. Des vacances aux Seychelles ou je ne sais où, on a vu ça aussi. Par exemple. Vous avez dû voir bien pire que moi, Michel. Alors, juste avant de passer à la diapo suivante que j'ai intégrée, parce qu'effectivement, il y a un article du Monde hier qui nous fait part du... on peut passer la diapo suivante peut-être, Laurent. C'est juste pour... voilà, arnaque au compte personnel de formation. C'est un article du Monde d'hier soir. Hein, donc, le Monde d'aujourd'hui, en fait, daté d'aujourd'hui. Une entrepreneuse accusée d'avoir empêché des centaines de millions d'euros. Le procureur a requis 300 000 euros d'amende et 30 mois de prison, dont 6 fermes, hein, auprès de la dirigeante de Happyform, qui est voilà, l'organisme de formation qui est mis en cause devant ce tribunal. Tout ça pour dire que, bon, ce n'est pas encore une condamnation, on n'en est qu'au réquisitoire, mais quand même, c'est un peu musclé. Je ne sais pas ce qu'en pense l'avocate, mais... Oui, après ça, c'est ce qu'a requis le procureur. On ne sait pas encore précisément la sanction pénale potentielle qui sera retenue par le tribunal. C'est ça. Mais enfin, c'est une réquisition qui est quand même un peu musclée. Mais c'est ce que j'ai dit, hein, d'ailleurs, sur le réseau social où Laurent Durin, pour ne pas le citer, et que je salue, de la Caisse des dépôts, a publié cette information. Il dit que c'en est encore qu'au stade du réquisitoire et pas encore de la condamnation pénale. Mais c'est quand même un avertissement qui est intéressant à pointer. Par rapport à ce que vous disiez avant sur la relation contractuelle avec la Caisse des dépôts. Moi, j'ai souvent cela dans les accompagnements sur Calliope, où on me dit « Ah, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir une convention avec mon client, la personne que je forme, puisqu'on m'a dit que quelque part dans le Code du travail, on me dit que si j'ai la convention avec la Caisse des dépôts et consignations, ça suffit pour justifier la relation avec l'apprenant. » Et moi, j'essaye de dire quand même, je ne suis pas juriste et je n'ai pas le droit de faire du conseil juridique, j'en en fais surtout pas, mais de mon point de vue de professionnel de la formation et de responsable d'entreprise de formation, moi, je me sens sécurisé en ayant une relation contractuelle directe avec mon client, en considérant que la convention que j'ai avec la Caisse des dépôts, c'est une convention de financement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me sécurise en me disant j'ai quand même une relation. Parce qu'il y a une question qui se pose, à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses, c'est je délivre une formation qui est certifiante. C'est bien la formation certifiante qui est financée. Donc, si après, je ne contrôle pas que mes apprenants sont allés effectivement passer l'examen pour obtenir la certification, c'est devenu une certification, une formation banale qui n'est pas certifiante. Si je me désintéresse de la certification. Donc, moi, ma relation avec mon client, si je ne fais pas de CPF, mais si j'en faisais, dans le contrat, la convention que j'aurai avec mon client, je stipulerai que s'il ne va pas passer la certification, eh bien, il devra me rembourser ce que lui a payé la Caisse des dépôts, puis il n'y a aucune raison
que ce soit financé, puisque c'est plus une formation certifiante s'il ne va pas passer l'examen. Donc, je voulais avoir l'avis de la juriste là-dessus. Oui, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que ça, il y a peut-être un petit espace là entre guillemets, à occuper et à réinvestir, mais en principe, on a quand même des conditions de financement de la CDC qui définissent les cas dans lesquels, en cas d'absentéisme notamment, l'organisme de formation se fait malgré tout financer par la CDC avec cette notion de taux d'assiduité qui va être mesurée. Et dès lors que, voilà, on observe au moins 25% de taux d'assiduité, il y a une prise en charge effectivement potentiellement qui peut être forfaitisé d'ailleurs de la CDC selon que le taux d'absentéisme est inférieur ou supérieur à 25%, voire 80%. Et donc là, il y a des règles de financement qui sont précisément définies par la CDC et qui laissent entendre que, en aucun cas, le client final, c'est-à-dire le stagiaire lui-même, n'a vocation finalement à être facturé directement par l'organisme de formation. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une relation triangulaire en termes de relations financières, on est bien dans une relation binaire, bilatérale, entre la CDC qui est appréhendée comme un financeur unique et de l'autre les organismes de formation qui ont vocation donc à facturer selon ces règles de prise en charge qui sont précisément définies par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, je n'ai pas besoin de cette convention, de ce contrat avec mon client en direct, c'est ça? Non seulement vous n'avez pas besoin, mais c'est même la loi qui vous dit que concrètement, c'est bien les conditions générales de la CDC qui se substituent aux conventions de formation. Très, très bien, je suis content d'avoir tort, ça nous simplifie la vie. Pardon. Après qu'on ait des, comment dirais-je, par exemple des chartes de bonne pratique, des protocoles individuels de formation ou tout autre document contractuel, quelle que soit la dénomination qu'on retiendrait, qui viendrait effectivement définir finalement les règles de bonne pratique, en particulier quand on est sur des formations digitales, et hors cadre purement financier, ça pourrait être une très bonne idée, je trouve, côté organisme de formation, que de définir ces modalités pédagogiques et de les contractualiser avec le stagiaire, le bénéficiaire final, pour qu'il y ait une bonne appréhension des règles du jeu et de ces notions de temps de connexion, disponibilité, modalité d'accès à la plateforme et aux outils pédagogiques, etc., etc. Et là, effectivement, d'être sur un terrain contractuel, d'abord, ça a une vocation certainement pédagogique vis-à-vis des stagiaires eux-mêmes, et c'est quelque chose qui me semblerait intéressant. Oui, c'est ça, ce manque-là que je pointe en disant j'ai besoin d'avoir quand même un échange contractuel, quelque chose de signé entre l'apprenant et moi, qui est un engagement réciproque et qu'on ne met pas ça simplement sur un tiers qui est la Caisse des dépôts et consignations. Bon, c'est bien, mais c'est ce que vous pointez. C'est mon point de vue de professionnel, hein, pas de juriste, hein, encore une fois. Non, mais tout à fait. Hein. Et très bien. Alors, les causes de bonne pratique, etc., on pourra en reparler quand le forum de l'action, le forum des acteurs de la formation digitale sortira. C'est un projet qui va sortir sur comment on peut justifier des indicateurs Calliope quand on fait de la formation à distance. C'est ça le projet. Et dans le projet qui va sortir, il y a quelque chose qui se rattache un petit peu à ça. Moi, j'ai intégré ça dans, par exemple, le règlement intérieur applicable aux stagiaires, éventuellement des engagements déontologiques réciproques. Oui. C'est intéressant comme point de vue. On revient à la slide d'avant ou on passe à la suivante? On peut passer à la suivante, je pense. Merci, Laurent. Alors, les formations, création, reprise d'entreprise. Finalement, si on a une nouveauté juridique à commenter aujourd'hui, eh bien, c'est bien ce décret qui date du 22 avril dernier, qui est assez récent, hein, et qui vient modifier un article du Code du travail dans la partie réglementaire pour encadrer davantage la définition des formations à la création et reprise d'entreprise qui sont éligibles au CPF. Donc, l'objet du décret, c'est quoi? C'est de dire que concrètement, à partir de sa date d'entrée en vigueur, parce que la loi n'a pas vocation à avoir un effet rétroactif, hein, eh bien, les formations ACRE éligibles au CPF sont celles qui ont pour l'objet l'acquisition de compétences portant exclusivement à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise. D'accord? Cette notion de chef d'entreprise, il y a pu y avoir des débats
autour de la question de savoir si les micro-entrepreneurs étaient des chefs d'entreprise. Eh bien, au sens du Code général des impôts, la réponse est oui. Les micro-entrepreneurs sont également potentiellement des chefs d'entreprise et donc ils ont vocation potentiellement à suivre des formations ACRE, au même titre que les DG d'une boîte du CAC 40, concrètement. Bon, là, il y a eu un petit... il y a eu on va dire une évolution de la doctrine de l'administration, notamment de la Caisse des dépôts et consignations sur ce sujet-là. Mais quoi qu'il en soit, sur ce décret du 22 avril 2022, concrètement, les formations ACRE éligibles au CPF, ce sont celles qui portent exclusivement sur, en gros, quelles sont les compétences et les connaissances clés à détenir en tant que chef d'entreprise quand je crée ou quand je reprends une boîte. Voilà. Et donc, concrètement, c'est bien sur ces formations-là qu'on est bien sur des formations éligibles au CPF et pas sur les autres typologies de formation. Voilà, donc évidemment, ça a permis de faire un peu le ménage parce que sous couvert de formation ACRE, on avait beaucoup de formations au catalogue EDOF qui étaient finalement financées via les fonds du CPF, alors même que elle portait pas vraiment exclusivement, on va dire, sur ce sujet de comment je crée, je reprends une entreprise, mais davantage sur comment je crée mon site internet, je vends voilà, en gros sur des compétences qui n'étaient pas dédiées sur cette thématique-là et qui débordaient, qui sortaient même, si j'ose dire, du cadre précis des formations ACRE. Voilà, donc on est bien sur des compétences transversales, typiquement liées à des notions de comptabilité, des notions juridiques sur quelle forme juridique idoine par rapport à mon activité pour créer une entreprise, des notions fiscales, des notions comptables, des notions de management de façon assez générale quand on prend une boîte de plusieurs centaines de collaborateurs, notamment salariés, mais certainement pas sur des compétences très spécifiques liées à un secteur professionnel donné. Gestion de projet? Voilà. Alors, gestion de projet, j'ai envie de vous dire oui et non, tout dépend de quoi on parle quand on parle de gestion de projet, parce que sous couvert de gestion de projet, ça veut un peu tout et rien dire. Vous voyez ? Le sujet, il faut se dire que ce qui est éligible au CPF dans le cadre d'une formation ACRE, c'est globalement est-ce que la matière, la compétence, la thématique donnée permet de répondre à la question est-ce que j'arrive à créer ou reprendre une entreprise ? Oui, je pense qu'effectivement, la gestion de projet, c'est sûrement possible, mais à condition de savoir manager la façon dont on conduit l'action de formation de gestion de projet, que ce soit vraiment utile à l'entrepreneur, au chef d'entreprise, et puis que ce soit que pour la fonction de manager, finalement, de chef d'entreprise. C'est un aspect du management, la gestion de projet. Mais il ne faut pas sortir de ça. Si on commence à dire c'est la gestion d'un projet industriel et c'est la gestion d'un projet précis et comment vous gérez la gestion d'un projet de création d'une formation professionnelle, par exemple, là, on est sorti du cadre. Oui, tout à fait. Alors, sachant que les formations ACRE, au même titre que j'en ai parlé tout à l'heure, les formations permis de conduire, voire les bilans de compétences d'ailleurs, c'est typiquement les typologies d'actions éligibles au CPF aujourd'hui qui sont pointées du doigt, notamment par la Cour des comptes, comme étant pas forcément indispensables en termes d'employabilité et qui potentiellement, finalement, si elles n'étaient plus éligibles au CPF demain, pourraient permettre indirectement de faire des économies peut-être substantielles sur les dispositifs finançables sur fonds publics. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est quand même que la Caisse des dépôts et France Compétences s'occupent aussi, surtout la Caisse des dépôts s'occupe de la question des fraudes sur le bilan de compétences également, le code 202, parce que il y en a quand même aussi pas mal. On a beaucoup pointé le code 203, mais j'ai l'exemple d'un pâtissier qui fait sa formation pour, dit-il, préparer au CAP pâtisserie, mais uniquement la partie pratique, et puis il fait financer ça, enfin il faisait, j'espère que ça s'est arrêté, financer ça par le bilan de compétences en disant je fais un bilan de leurs compétences avant de commencer la formation en pâtisserie. Ouais. Voilà. C'est un exemple, mais ça ne tient pas debout, donc il faut bien quand même revenir sur des choses qui correspondent à ce qui doit être fait, pas autre chose, quoi.
Est-ce que l'ACRE est acceptable dans un secteur défini? Mais ça, c'est la question de l'ACRE. Hein. Par exemple, reprendre une boulangerie. Donc, ça, enfin, moi, je ne sais pas. Encore une fois, je ne veux pas répondre à la place de la juriste, mais peut-être qu'on peut accorder l'ACRE. Enfin, c'est Pôle emploi qui accorde l'ACRE, hein, c'est ça? Oui, mais là, je pense que la question de Béatrice, c'est de savoir si la formation qui s'intitulerait reprendre une CPF, non? C'est ça la question? Ben, si c'est ça la question, la réponse est non, a priori. Hein. Mais en revanche, je peux bénéficier de l'ACRE sans avoir le CPF avec. Hein. Ouais. Non? Oui, tout à fait. Hein, puisque l'ACRE, en fait, l'ACRE consiste à être exonéré de cotisations sociales pendant un certain temps, etc. Enfin, hein. Ouais. Donc, c'est pas parce que j'ai l'ACRE que j'ai forcément une formation CPF avec. Hein. Tout à fait. Donc, demander l'ACRE dans un secteur défini pour reprendre une boulangerie, vraisemblablement. Faire une formation code 203 pour reprendre une boulangerie, la réponse est non. Pour le CPF, la réponse est non. Pour l'ACRE, vraisemblablement, oui. On continue Avec plaisir. Alors, je crois que du coup, si vous passez sur la slide d'après, un outil dont on parle beaucoup, enfin en tout cas un objectif dont on parle beaucoup et qui est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, c'est comment et quels dispositifs de formation peuvent être utilement mobilisés pour accompagner les besoins de reconversion professionnelle qui se font massivement sentir et qui vont en augmentation croissante depuis les derniers mois. Là, il y a eu un phénomène d'accélération poussé évidemment par la crise sanitaire. Post-crise sanitaire, bon, on est embarqué dans une guerre un peu sans précédent avec des conséquences très très fortes qui vont se faire ressentir dans les mois qui viennent, avec la guerre en Ukraine. Donc tout ça pour dire que globalement là, on est sur un terrain socio-économique, si j'ose dire, qui est évidemment malheureusement peu favorable à des situations de plein emploi et surtout qui accélère les phénomènes de mutation et donc les besoins de reconversion professionnelle. Dans ce contexte-là, l'ironie du sort, c'est que la loi à venir, elle a mis la focale sur l'apprentissage, qui est donc un dispositif d'insertion dans l'emploi des jeunes, et sur le CPF. Alors, je ne parle pas, évidemment, il y a également la formation des demandeurs d'emploi, mais je le mets de côté, puisque là, on est évidemment, on est entre guillemets déjà dans le passé de l'autre côté, si j'ose dire, de la barrière, avec évidemment un public dont l'objet est évidemment d'arriver à les réinsérer rapidement dans l'emploi pour éviter évidemment d'avoir des chômeurs de longue durée. Donc, l'ironie du sort, c'est que finalement, la loi Avenir professionnel a mis un peu de côté les dispositifs de formation qui permettaient justement les reconversions professionnelles. Je veux parler notamment de la PROA, qui est un dispositif qui a été mal né et mal doté financièrement. Et je veux aussi parler du PTP, du projet de transition professionnelle, le nouveau nom donné au CIF, qui est un dispositif qui a fait ses preuves, fonctionne très bien, mais coûte trop cher, malheureusement, coûte très cher en tout cas, parce qu'il y a évidemment un maintien du salaire qui est financé sur les fonds publics via les associations Transition Pro pendant toute la durée de la formation de reconversion des salariés, et qui fait que malheureusement les PTP, c'est bien, mais on n'en finance pas beaucoup d'un point de vue numérique, enfin en termes de nombre de dispositifs financés par an. Et on est toujours dans la même difficulté aujourd'hui, qui était celle qui avait été identifiée au moment du bilan, on va dire, du CIF, qui avait été fait juste avant la loi Avenir professionnel. Donc tout ça pour dire que finalement, la loi Avenir professionnel, elle n'a pas forcément mis l'accès sur les dispositifs d'accès à la formation qui permettent d'accompagner les reconversions professionnelles, et qu'aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué. Et on regarde un peu ce qu'on a dans la banette, et finalement, dans la banette, on se rend compte qu'on a des dispositifs qui sont soit mal dotés financièrement, soit finalement difficiles à mobiliser pour des raisons juridiques principalement. Là, je pense notamment à la PROA, qui est un dispositif particulièrement complexe à mobiliser et qui est en plus réservé plutôt à des bas niveaux de qualification, donc de toute façon qui n'est pas satisfaisant, on va dire, en termes de voilure. Donc, finalement, Transco, c'est quoi ?
transition collective, c'est une expérimentation qui a été mise sur la table par les pouvoirs publics en lien étroit avec les partenaires sociaux. Et l'idée, c'est au travers de ce dispositif transition collective, voir comment l'État et en lien avec les partenaires sociaux peut apporter une réponse à des besoins de reconversion professionnelle en évitant autant que possible la case chômage et en évitant autant que possible le PSE, c'est-à-dire le licenciement économique. Et donc concrètement, ce qui a été proposé, c'est d'expérimenter un dispositif de formation reconversion qui est aujourd'hui adossé au projet de transition professionnelle. Donc globalement, il fonctionne selon les mêmes règles que le projet de transition professionnelle. Mais la grande différence par rapport au PTP, c'est qu'il est principalement financé sur des fonds qui proviennent de l'État, c'est-à-dire sur les fonds du FNE Formation, et non pas sur des fonds qui proviennent des contributions légales des employeurs, c'est-à-dire France Compétences, et notamment donc via les associations de transition pro qui financent les PTP sur les contributions légales des employeurs. Donc, la grande originalité de Transco, c'est d'être finalement financé principalement par l'État via le FNE Formation, d'accord, et l'objectif étant de proposer à des salariés encore dans les effectifs de l'entreprise, dont l'emploi est fragilisé, de pouvoir suivre une formation certifiante, assez longue donc, puisqu'elle est certifiante, jusqu'à 24 mois maximum. Donc, c'est des formations qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Et pendant toute la durée de la formation, le salarié va être quelque part en suspension de contrat et donc va avoir une rémunération qui va lui être maintenue et des coûts pédagogiques qui vont être financés par l'association Transition Pro et sur les fonds de l'État via une enveloppe spécifique dégagée dans le cadre du FNE Formation. Voilà. Donc, c'est une expérimentation qui est pas simple à mobiliser parce qu'elle nécessite effectivement que les parties prenantes se mettent autour de la table. Et quand on parle de parties prenantes, eh bien, on parle des entreprises, c'est-à-dire il faut que d'une part, on ait effectivement des entreprises qui sont en capacité d'identifier des emplois fragilisés, donc des emplois qui potentiellement à terme vont être supprimés ou vont être profondément transformés dans l'entreprise, et puis en face de pouvoir évidemment identifier des métiers pénuriques ou des métiers en tout cas en forte tension pour lesquels il y aurait évidemment des possibilités d'embauche dans le même bassin d'emploi. Donc ça suppose là aussi de faire évidemment en amont une sorte de maillage territorial pour identifier les entreprises situées dans la même zone géographique que l'entreprise avec des postes fragilisés pour voir les employeurs qui seraient susceptibles au terme de la formation d'embaucher ces salariés qui auraient été formés à ces nouveaux métiers. Donc, au titre de cette expérimentation, on parle souvent de l'exemple qui a été assez bien incarné, qui est l'exemple des caissières Monoprix qui ont été formés sur le métier d'aide-soignant et qui, au bout de leur formation, étaient effectivement dans le pipe d'une embauche par les établissements Corian pour exercer ce nouveau métier d'aide-soignant qui est évidemment aujourd'hui un métier fort pénurique et pour lesquels on a eu cette expérimentation qui a été donc développée dans le cadre de ce qu'on appelle donc Transco. Alors, pour mobiliser Transco, les règles juridiques sont un petit peu contraignantes quand même si elles ont été récemment assouplies. Par principe, l'entreprise est censée négocier un accord collectif de type GEPC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec un assouplissement récent qui a été introduit dans le cadre d'une dernière instruction ministérielle. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Le financeur principal, c'est l'association Transition Pro qui joue donc un rôle déterminant dans l'articulation et la mobilisation des dossiers Transco, puisque c'est eux le financeur du dispositif et donc c'est eux qui instruisent les demandes de prise en charge. L'OPCO ayant un rôle évidemment d'appui conseil auprès des entreprises employeurs, mais uniquement un rôle d'appui conseil parce que ce n'est pas l'OPCO qui finance ces formations-là et ces dispositifs-là. Quels sont les derniers chiffres de Transco? Alors, évidemment, si on parle côté chiffres, on est sur je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est sur une centaine de salariés actuellement embarqués dans un dispositif Transco. Donc, on est sur quelque chose qui est assez epsilonesque encore aujourd'hui. Et d'où l'idée, évidemment, d'où l'idée de l'assouplissement assez récent, et notamment quand vous le voyez là dans le tableau que vous avez à l'écran, puisque l'État
a finalement assoupli les règles de mobilisation des transco et surtout prévu des règles encore plus favorables s'agissant des règles de prise en charge. Vous le voyez là à l'écran, pour des formations qui durent au moins 1 an, eh bien, on a un financement FNE qui est particulièrement favorable, alors qui est dégressif en fonction de la taille des effectifs de l'entreprise, mais enfin, malgré tout, pour une entreprise jusqu'à 1000 salariés, c'est 90% du dispositif qui va être financé par l'État, enfin sur les fonds du FNE, par l'association Transco, donc c'est quand même beaucoup. Et ce 90% permet de couvrir à la fois une grande partie de la rémunération du salarié et les coûts pédagogiques. Donc on est sur quelque chose qui est quand même particulièrement favorable. Après, évidemment, ça suppose que l'entreprise s'engage quand même dans une démarche de GPEC pour arriver à identifier, évidemment, quelle est la liste des emplois très sensibles et être en mesure, évidemment, d'accompagner les salariés qui seraient susceptibles, évidemment, d'être concernés par ce dispositif-là. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais évidemment, on est sur un principe de volontariat. Et évidemment, il n'est pas question d'imposer un départ en formation à un salarié. Voilà, ça ne peut être que des salariés volontaires, évidemment, qui s'inscriraient dans cette démarche de transition collective. Je crois que sur la slide d'après, j'ai dû vous évoquer, pour terminer sur Transco, les dernières nouveautés. Voilà, sur le Transco congé de mobilité, ça c'est vraiment la dernière nouveauté du dispositif. Transition collective a été déclinée dans le cadre d'une version adaptée, on va dire, qui s'appelle Transco congé de mobilité. Alors, c'est un dispositif qui est censé intéresser un peu plus encore les entreprises. Pourquoi? Parce que quand on adosse Transco au congé de mobilité, qu'est-ce que procure le Transco congé de mobilité par rapport à un Transco classique? Eh bien, en congé de mobilité, lorsque le salarié qui est volontaire accepte le congé de mobilité, il accepte par avance que son contrat de travail soit rompu à la fin de sa formation. Et donc ça intéresse quand même de plus près les entreprises parce qu'elles ne payent pas pour voir, si vous voulez. C'est-à-dire que la difficulté, c'est probablement la raison pour laquelle Transco, dans sa version initiale, a mis peut-être un peu de temps à décoller aussi, c'est que on part sur des formations de reconversion qui sont plutôt longues, 1 an, 2 ans, mais avec aucune forme d'engagement de la part du salarié. Alors, c'est à la fois bien pour lui, mais du coup, ça manque en termes d'attractivité pour les employeurs qui prennent le risque quand même, au bout d'1 an, 2 ans de formation, de se retrouver avec des salariés qui finalement ont changé d'avis entre-temps, ont suivi une formation certifiante bien intéressante, mais ne sont pas du tout prêts à quitter leur entreprise. Et alors là, retour à la case départ, parce qu'on aura payé pour rien, entre guillemets, hein. Évidemment, le salarié il aura été formé entre-temps, mais enfin bon, former un nouveau métier pour lequel finalement le salarié fait machine arrière, décide qu'il est quand même beaucoup mieux, plus confort dans son entreprise, et attend finalement le plan de départ volontaire ou le PSE qui se dit qu'il est en train d'être négocié par l'entreprise par ailleurs, et donc se dit que potentiellement, alors, je préfère rester dans l'entreprise bien au chaud plutôt que de s'exposer en quittant l'entreprise pour ce nouveau job. Donc évidemment, de ce point de vue-là, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Transco, dans sa version initiale, a finalement suscité peu d'intérêt du côté des employeurs. Et donc dans sa version congé de mobilité, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a là un mécanisme. Comme il est adossé au congé de mobilité, ça veut dire que quand le salarié volontaire accepte son départ en formation, eh bien, il accepte consécutivement que son contrat de travail soit rompu au terme de son congé de mobilité. Et donc, là, on a un engagement plus fort du salarié parce qu'au terme de sa formation, effectivement, l'idée, c'est qu'il a un contrat de travail rompu et donc, il est évidemment en posture de potentiellement exercer le job pour lequel il aura été formé dans son parcours de reconversion, si je veux dire. 2 questions. La première que moi je pose, c'est est-ce que Transition Pro a un rôle là-dedans ou pas? Oui, tout à fait. Alors, les associations de transition pro, vous voulez dire? Oui, les associations. Les associations de transition pro, elles ont un rôle déterminant parce que c'est elles qui sont la cheville ouvrière du dispositif. Donc, Voilà. c'est elles qui, concrètement, traitent les demandes de prise en charge, examinent les prises en charge, accompagnent les salariés dans ce dispositif-là. Voilà, c'est un rapport avec la question qui est posée par Damien, et il y a aussi les délégués à l'accompagnement reconversion professionnelle qui ont été récemment créés, qui sont effectivement dans le dispositif, mais Transition Pro est bien aussi dans le dispositif. Tout à fait.
reconduction éventuelle du FNE au-delà du 30 juin, on a des infos là-dessus? Alors, le FNE, on va dire dans sa version plus classique et pragmatique, qui consiste à accompagner les besoins de financement sur des parcours de formation pour des salariés, on va dire classiques. Hein, on n'est pas du tout dans Transco. Non, a priori, je pense que c'est un dispositif qui ne va pas être reconduit. Voilà, information importante. Alors, je ne sais plus, voilà. Ça, c'était notre dernière diapo, c'est ça? Ça, c'était notre petit. Mais je suis pas. Effectivement, je me souviens plus très bien, mais je crois que après Transco, j'avais peut-être. Ah bah si, après Transco, pardon, j'ai le sujet fiscalité peut-être. Vous en dire un mot quand même sur la TVA. Alors, les évolutions fiscales à venir, oui, parce que il nous reste un peu plus de à peu près 10 minutes. Très bien. Alors, voilà, oui. Et les évolutions fiscales, ça, c'est très, très, très important, bien sûr. Le régime de TVA. Voilà. Alors, ça concerne les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis également, d'ailleurs, mais c'est principalement dans le champ de la FPC, c'est-à-dire formation professionnelle continue, que le sujet se pose. Il n'est pas nouveau, mais on va dire qu'il a été mis en exergue depuis la loi Avenir professionnel. Concrètement, on a un système français qui n'est pas tout à fait waterproof par rapport à une directive communautaire qui n'est d'ailleurs pas récente, à une fameuse directive TVA qui date de 2006. Pourquoi? Parce qu'en droit français, quand on est un organisme de formation, on dispose d'un droit d'option et donc on dispose de la faculté d'opter pour un régime d'exonération de TVA. C'est un régime qui se fait sur demande, donc on n'a pas l'obligation d'opter pour l'exonération de TVA, mais si on le fait, évidemment, c'est un choix qui est irrévocable et qui a vocation à couvrir toutes nos activités de formation professionnelle. Et donc, on facture en exonération de TVA toutes nos activités de formation, et ceci de façon irrévocable. Mais donc, c'est un choix qui est offert aux organismes de formation d'opter ou non pour un régime d'exonération de TVA. Et en général, on opte pour un régime d'exonération de TVA quand nos propres clients se situent eux-mêmes dans un champ hors TVA. Donc, concrètement, quand on a un organisme de formation et qu'on vend des formations bancaires, des formations dans le secteur sanitaire et social, des formations en faveur de l'économie sociale et solidaire, c'est autant de secteurs d'activité qui sont situés en dehors du champ de la TVA. Et donc, on a plutôt intérêt, quand on est prestataire de formation, à être nous-mêmes exonérés de TVA, puisque du coup, finalement, on a une sorte d'avantage concurrentiel par rapport à d'autres organismes de formation qui facturent avec TVA, puisque nos propres clients, ils vont acheter en net de TVA, si j'ose dire, et ils n'auront pas la possibilité de récupérer la TVA s'ils la payent. Voilà. Donc, c'est s'aligner par rapport à son client, évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, c'est la raison pour laquelle vous avez des OF qui ont fait le choix de l'exonération de TVA et puis d'autres qui sont pas exonérés de TVA parce qu'ils n'y ont pas intérêt par rapport à leur typologie de clientèle. Alors, à cela s'est ajouté l'évolution plus récente de nos dispositifs d'accès à la formation financés sur fonds publics. Et là, je vise le CPF et les coûts contrats financés par les OPCO dans le cadre de l'apprentissage notamment. Et là, on a des dispositifs qui sont donc financés par la CDC et les OPCO, qui sont des dispositifs qui sont facturés, qui sont financés, par ces financeurs paritaires et publics en aide de TVA. Donc, évidemment, là, il y a un enjeu très fort pour les organismes de formation à l'avoir dans le scope et à potentiellement être alignés sur un régime donc d'exonération de TVA. Bon. Le sujet d'après, c'est que ce dispositif d'exonération de TVA sur option n'est pas conforme par rapport à la directive TVA, la directive communautaire. Et donc, on a une analyse qui a été faite notamment par les services de l'IGAS et qui, globalement, conclut, donc ça doit être la slide d'après, je pense, si je vous en ai fait la synthèse, à plusieurs options possibles. Et finalement, celle qui serait retenue consisterait à dire que finalement, le scénario qui serait poussé là par Bercy serait de dire que on va proposer aux organismes de formation finalement de pouvoir être exonérés de TVA dès lors qu'ils répondent aux critères de non-lucrativité, c'est-à-dire les organismes à but non lucratif
dont relèvent notamment les associations loi 1901, dès lors qu'évidemment elles exercent leur activité dans des conditions de non-lucrativité telles qu'elles ont été précisément définies alors, par notre Code général des impôts, mais surtout par notre doctrine fiscale, le fameux critère d'appréciation des 4P, eh bien, c'est uniquement ces organismes à but non lucratif qui pourraient, demain, pouvoir prétendre à un régime d'exonération de TVA. Il n'y a pas une contradiction avec, parce que moi j'ai participé un peu en gestion de projet justement en 1997, il y avait une loi avec le gouvernement Jospin sur la mise en application de cette directive européenne, je crois, sur justement les OSBL, les organismes sans but lucratif, donc les associations là 1901, qui se trouvent sur le marché concurrentiel. Eh bien, j'ai eu le cas avec la Maison internationale des jeunes et des étudiants, par exemple, l'association loi 1901, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires hors TVA sur le marché concurrentiel du voyage scolaire. Eh bien, cette association loi 1901 a bien dû passer à un régime de TVA parce qu'elle était sur un marché concurrentiel. Or, le marché de la formation professionnelle est, que je sache, un marché hyper concurrentiel quand même. Alors donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de dire ce que vous venez de dire par rapport à la loi de 97 sur les OSBL qui se trouve sur les marchés concurrentiels? Une contradiction, non. L'idée, c'est de dire que dès lors que des organismes de formation, donc à but non lucratif, exerceraient une activité de formation dans des conditions similaires finalement aux établissements d'enseignement qui relèvent du champ des établissements d'enseignement publics, et c'est là où ça rejoint finalement la directive TVA, eh bien, seuls ces organismes-là pourraient donc bénéficier d'un régime d'exonération de TVA. Mais l'idée, c'est de dire qu'on serait plus sur un droit d'option. Et donc, finalement, les organismes de formation ne pourraient plus, en opportunité, opter ou pas pour un régime d'exonération de TVA. Donc, l'impact est quand même pas neutre, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'organismes de formation aujourd'hui qui ont fait le choix de l'exonération de TVA, qui sont évidemment pas à but non lucratif, en tout cas qui ne répondent pas aux critères de non-lucrativité, et donc qui potentiellement seraient quand même négativement impactés par cette réforme. Alors, il y a la question aussi des entreprises individuelles, des auto-entrepreneurs en micro-entreprises qui ont une exonération de fait de TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, mais ça, c'est hors formation professionnelle. C'est pour cette disposition-là, elle n'aurait pas vocation à être mise en cause parce qu'elle s'applique finalement d'ailleurs de façon uniforme et c'est pas propre effectivement au secteur de la formation professionnelle. C'est ça. Donc ça, ce sera maintenu de toute façon. Pour quelqu'un qui est en situation d'auto-entrepreneur, ça ne viendra pas remettre en cause son exonération de TVA pour l'ensemble. De façon incidente, d'ailleurs, pardon, je le soulève quand même, mais pour moi, le sujet de l'apprentissage n'est absolument pas exempté de l'analyse. C'est-à-dire que là, on ne parle que de la formation professionnelle continue. On a une administration fiscale qui, pour l'instant, n'a pas remis en cause sa doctrine et qui considère que l'apprentissage bénéficie d'une exonération de plein droit en matière de TVA, parce qu'on assimile les CFA à des écoles et des établissements d'enseignement dans le champ de la formation initiale. Or, depuis la loi de 2018, il est évident que les CFA n'exercent plus du tout leur activité comme ils le faisaient auparavant, sous tutelle régionale, un principe de péréquation, modèle économique qui faisait que de toute façon, il n'était pas possible pour un CFA de dégager un résultat fiscalement susceptible d'être fiscalement imposé. Donc concrètement, évidemment, la donne, de mon point de vue, a un peu changé. Donc je ne vois pas comment, à terme, on ne reviendrait pas potentiellement mettre en cause le régime d'exonération de TVA dont bénéficient par ailleurs les CFA. Quand on voit quand même la façon dont certains CFA, notamment des nouveaux opérateurs économiques, développent leur activité de formation par apprentissage, de mon point de vue, globalement, ils sont logés à la même enseigne que les organismes de formation. Oui, c'est ça. On revient sur cette question du marché concurrentiel des OSBL, quand même. Complètement. Oui, il y a un rapport entre les deux. Réforme de la TVA, on peut dire pour quand elle est prévue à peu près ou... Alors, il a été évoqué une loi de finances pour 2023, ce qui embarquerait évidemment, enfin, ce qui laisserait entendre qu'il y aurait donc un régime transitoire, parce que vous pensez bien que compliqué de mettre tout ça en œuvre avec un plein effet au 1er janvier 2023, parce que c'est dans 6 mois. Mais il a été évoqué effectivement une loi de finances pour 2023. Alors, avec
toute la prudence et les précautions oratoires qui s'imposent au vu de notre paysage parlementaire actuel. Parce qu'il faut des députés et des sénateurs qui veuillent bien voter les projets de loi qu'on leur propose. Sabrina, merci. On arrive au bout de ce webinaire puisqu'on arrive à bientôt 90 minutes. On va répondre encore à quelques questions, peut-être très rapidement. Il y avait une question de Cataline, là, si on peut avoir… certaines entreprises se sont vues déréférencées, on revient sur le code 203, et puis l'entreprise contact reçoit la lettre et puis… prend contact, et puis la Caisse des dépôts ne répond jamais, alors, et puis il se trouve déréférencé. Alors bon, c'est un peu compliqué, quoi faire. Donc la Caisse des dépôts dit, utilisez le système de procédure qu'on vous donne. Enfin, il y a un petit problème là-dessus. Je ne sais pas si on a une réponse possible ou pas. Compliqué, là, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais ce qui est certain, c'est que la CDC a certainement été victime un peu de son succès. Donc, c'est clair que quand elle a lancé ces nombreuses procédures contradictoires, il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont reçu un peu tous en même temps, je crois comprendre, les mêmes modèles de courrier. Et donc il y a un temps de décompression et un temps de traitement par les services de contrôle de la CDC qui font que certainement certains organismes de formation n'ont pas la bonne visibilité de la façon dont leur dossier est traité. Donc ça crée une forme de frustration et d'urgence certainement insupportable pour les opérateurs concernés parce qu'effectivement du jour au lendemain, potentiellement, c'est tout ou partie de leur offre qui est déréférencée. C'est surtout qu'il y a une conséquence, c'est qu'ils se trouvent déréférencés, il n'y a pas eu de procédure contradictoire. Enfin bon, ils n'ont pas pu présenter leur… voilà, donc, bon. C'est un peu compliqué de répondre à, comme ça sur un… Mais on essaiera de trouver une réponse par ailleurs. Voilà, nous allons clore ce webinaire, en fait, pour vous remercier. Rapidement, une petite présentation du cabinet Fromont-Briance, quand même, Sabrina. Vous trouvez les infos à la fin, en quelques mots, quand même. Bon, on est un cabinet d'avocats en droit du travail et on a créé un pôle d'expertise en droit de la formation professionnelle et ça fait maintenant 10 ans que je développe ce pôle d'expertise en droit de la formation professionnelle avec effectivement un biais un peu original, c'est qu'on accompagne l'ensemble des acteurs de la formation dans cet écosystème. Et donc, les acteurs, ce sont à la fois les employeurs, quand évidemment, ils réfléchissent à créer une université d'entreprise, mais c'est aussi surtout l'ensemble des organismes de formation, des écoles et des CFA, et également des financeurs et des régulateurs. Voilà. Donc, c'est un écosystème en soi, puisque vous le voyez d'ailleurs au travers de cette petite présentation, on a des sujets qui relèvent du droit fiscal, des sujets qui relèvent parfois du droit de la consommation et puis plus globalement, évidemment, et de façon plus générale, du code du travail, dès lors qu'on a des lois un peu systémiques qui sont adoptées en matière de formation professionnelle et qui relèvent donc du ministère du Travail. Mais notre spectre d'intervention est finalement relativement large, effectivement, quand on dédie son activité aux acteurs de la formation professionnelle. Voilà, vous avez les coordonnées du cabinet Fromont-Briance et puis les coordonnées de Sabrina que vous pouvez contacter. Il nous reste aussi à vous remercier. Donc, notre prochain webinaire, a lieu donc le 7 juillet pour clore notre série, notre cycle 1 ou saison 1 de la série vers une nouvelle société de compétences. On terminera ce cycle 1, cette saison 1, si vous voulez, avec Stéphane Rémy, du ministère du Travail, qui est le grand responsable de Calliope, du référentiel national qualité au ministère du Travail, à la DGEFP. Ce sera le 3e webinaire que nous faisons avec Stéphane Rémy, que je remercie encore une fois au passage, de venir vous rencontrer, surtout pour faire ce bilan. On fait ce bilan finalement chaque année, à peu près à la date anniversaire de l'apparition du décret créant le référentiel national qualité. Donc c'est un rendez-vous annuel important
voilà, où on a déjà près de 900 inscrits. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même s'il n'y a pas de limite maintenant dans la jauge. Donc, rendez-vous le 7 juillet à 14h30. Et puis, bien évidemment, vous avez nos coordonnées à la fin de ce document. Ce document est téléchargeable, bien évidemment. Tiens, il y a une petite erreur sur... je n'ai pas enlevé le logo Certifro du diapo précédent, mais ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez télécharger ce document en même temps qu'avec le replay. Sabrina, merci. Merci Michel, je suis contente que vous m'ayez entendu, j'ai des vrais problèmes de connexion, donc tout va bien. Non, mais tout s'est bien passé, tout s'est bien passé, et puis on se revoit très bientôt de toute façon pour d'autres affaires, entre guillemets, et en particulier au FOD. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.